particulière. Donc je ne vais pas commencer en vous disant un couloir c'est ceci ou c'est pas cela. Je vais essayer de vous raconter en fait l'histoire de l'idée, comment cette idée elle a germé dans les esprits de certains, comment elle a évolué et comment finalement on arrive aujourd'hui à faire en sorte que ce trou noir soit au cœur de l'actualité de la recherche spatiale. Alors voilà, en fait tout commence sur une petite planète que vous connaissez. Alors sur cette planète, les habitants, dès qu'ils ont un objet en main et qu'ils le lancent, les objets font toujours la même chose. Dans certains cas, si je lance l'objet comme ça, il monte un petit peu, puis il redescend, il va plus loin. Quel que soit le mouvement que vous donnez à un objet, il finit tout le temps par tomber. Alors, on est tous habitués évidemment à ça. Alors, on peut discuter, on dit tiens, c'est bizarre que les choses retombent toujours. Et puis on peut dire ben non, c'est normal. Et pourquoi c'est normal? Alors, les gens disent tout le temps ben oui, c'est normal parce que c'est la gravité. Ah bon, c'est ça, ok, merci. Alors, on a tendance en fait à mettre des étiquettes sur les phénomènes. Donc les objets tombent parce que c'est la gravité, mais quand je dis ça, en réalité, je n'ai rien dit. Pourquoi ça tombe? On n'en sait rien. Voilà, et donc vous allez voir que ce phénomène banal, a priori banal de la gravité qui fait que les objets tombent, en réalité, quand vous l'interrogez, quand vous le questionnez, quand vous poussez dans les derniers retranchements, on va arriver à cette idée complètement cinglée du trou noir, et qui finalement correspond à des choses qui semblent exister pour de vrai. Alors, question, je vous dis, les objets finissent tout le temps par retomber, mais est-ce que c'est tout le temps vrai? En fait, pas tout le temps. Si je prends un objet, je lance vers le haut, je prends par exemple mon petit pointeur, je lance comme ça, qu'est-ce qu'il fait? Il monte, il perd de la vitesse, parce qu'évidemment la Terre l'attire, et puis il finit par retomber. Alors si maintenant je le lance plus fort, je communique une vitesse plus grande, qu'est-ce qui se passe? Voilà, je commence, cette fois-ci je fais un effort musculaire plus grand, je pousse sur la balle, elle va beaucoup plus haut. Alors elle perd de la vitesse, mais à un moment donné, elle ne va plus en perdre suffisamment et elle va continuer, mais la Terre ne pourra pas la ramener au sol. Elle est tout le temps attirée, mais il faut atteindre une vitesse magique pour ça. Cette vitesse magique, en fait, c'est une vitesse qui est quand même assez grande, il faudrait dépasser une vitesse de 11 km par seconde. Donc si vous prenez un objet, prenez une pomme par exemple, vous la lancez jusqu'à 10 km par seconde, ok, elle finira par retomber, elle va monter très très haut, ça finit par retomber. Mais si vous lui communiquez une vitesse qui dépasse 11 km par seconde, évidemment c'est pas possible avec la force musculaire, ça commence à jouer avec les fusées, à ce moment-là, l'objet ne retombe plus. Et on dit que l'objet s'est libéré de l'attraction de la Terre et il est parti bien pas. Voilà, alors maintenant on peut se poser la question, tiens, pour se libérer, il faut une grande vitesse, on l'a vu, mais c'est l'ordre de combien cette vitesse, suivant les endroits où on se trouve. Alors notre terrain de jeu actuel, c'est la Terre. Donc là on l'a vu, c'est 11 km par seconde. Si maintenant je voulais m'échapper du Soleil, là il faut 620 km par seconde. Échapper de la Lune, c'est plus facile, 2 km par seconde. Et si vous alliez vous promener sur un astéroïde comme Tintin qui se baladait sur Adonis, là en fait en gros vous sautez et c'est suffisant pour ne plus tomber. Voilà. C'est même une difficulté, les robots qui vont explorer les comètes ou les astéroïdes, le moindre petit mouvement peut les faire décoller puis jamais revenir. Donc ça dépend vraiment de la gravité du lieu. Alors en 1783, il y a un scientifique absolument génial qui nous parle peu, qui s'appelle John Mitchell, qui a une idée prodigieuse. Alors, en fait, il va avoir l'idée, on va dire, de l'ancêtre des trous noirs. C'est quelque chose qui n'est pas très connu. Son idée, c'est la suivante. À l'époque, on pensait que la lumière, c'était quoi? C'était composé de petits grains. Et donc, concrètement, si par exemple, voilà, nous, on est ici, on observe une étoile du Soleil. Pourquoi on voit l'étoile? C'est parce que l'étoile émet des petits grains de lumière, des petits corpuscules. Ces grains, ils vont très vite, ils atteignent nos yeux, et quand ils atteignent nos yeux, on dit ah voilà, je vois le Soleil, je vois cette étoile, qu'est-ce qu'elle est. Voilà. Donc l'idée c'est la lumière est composée de petits objets. Et donc le raisonnement c'est de dire oui, mais si les objets sont tous soumis à la gravité, la pomme, je la lance, elle finit par retomber, alors les petits grains de lumière qui quittent l'étoile, ils sont aussi soumis à la gravité de l'étoile. Donc, Mitchell se dit, imaginons maintenant une très grosse étoile qui a beaucoup de masse. Voilà, comme ceci. Alors, la lumière quitte l'étoile, et la lumière va être attirée par l'étoile si elle est composée de petits objets. Et finalement, la lumière finit par retomber sur l'étoile. Mais dans ce cas-là, qu'est-ce qui va se passer? La lumière ne va plus jamais atteindre l'œil de l'observateur, et l'observateur ne recevant pas de lumière, il ne verra rien. Donc il dira, je ne vois pas d'étoile. Donc
Typiquement, le ciel est en noir, s'il ne voit rien, il dit c'est une étoile qui est noire. Voilà. Donc c'est une idée vraiment, c'est une intuition absolument géniale. Donc vous allez dire, enfin la lumière, elle n'est pas attirée par les masses. De toute façon, on verra, c'est un peu plus subtil que ça. Enfin voilà, donc l'idée qu'un objet pourrait devenir invisible si il est trop massif. On est en 1783. Alors l'idée va être reprise aussi par d'autres, et puis la théorie de la lumière va évoluer. Et l'idée que la lumière est composée de petites particules va tomber un peu en désuétude, et les gens vont plutôt favoriser l'autre idée, qui est choisie l'idée concurrente, qui veut dire que la lumière, en fait, c'est un peu comme le son. Elle est composée par des ondes. Alors une onde, c'est pas matériel, en fait. Et donc l'idée, c'est que si la lumière qui voyage du Soleil vers nous, elle est composée d'ondes, dans ce cas-là, l'étoile, elle ne sait pas attirer une onde et la faire revenir sur elle. Et donc cette idée qu'une étoile peut rattraper la lumière qu'elle a émise, elle tombe à l'eau. Donc vous voyez, dans ce cas-là, il n'y a plus d'idée d'étoile noire, de corps obscur. Voilà. Ça, on est au XVIIIe siècle. Et puis le temps va passer. Alors maintenant, je vais vous donner une petite entrée en matière. On va arriver dans la partie la plus compliquée de l'exposé, mais vous allez voir, tout est parfaitement compréhensible. Et pour introduire cette partie-là, on va explorer cette situation. Si vous avez la Terre que vous connaissez, on va prendre deux personnages, voilà, ils sont ici. On va supposer qu'ils ne savent pas qu'ils sont sur une Terre qui est ronde. D'accord? Alors, on dit aux deux, mes amis, prenez une boussole et dirigez-vous vers le nord. Donc eux, ils pensent qu'ils vivent sur une Terre qui est plane, et ils vont chacun vers le nord. Donc a priori, ils vont chacun dans la même direction. D'accord? Donc les deux, pour chaque bonhomme, ils vont dans la même direction, ils vont par là. Alors qu'est-ce qui se passe? À force de marcher, à un moment donné, vous voyez, il y a une distance entre les deux. À force de marcher, ils se rapprochent de plus en plus du pôle nord. Et fatalement, comme la Terre est ronde, la distance qui les sépare, elle diminue. Et plus elle se rapproche, plus cette distance diminue. Pourtant, eux, à la base, ils sont convaincus d'aller chacun en ligne droite. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'ils vont se dire? S'ils ne savent pas qu'ils sont sur une Terre qui est courbe, ils se disent, ben, c'est bizarre, on va tout droit et puis on voit qu'on se rapproche. La seule explication possible, c'est qu'entre nous deux, il y a une force, il y a une interaction, il y a une force qui nous rapproche l'un de l'autre. En réalité, il n'y a pas de force. En réalité, ils sont sur une boule et ils se rapprochent du pôle, donc fatalement, ils sont de plus en plus proches. Et donc, ça veut dire que le fait de vivre sur une planète, un monde qui courbe, ça peut induire des effets bizarres qui nous font croire qu'il y a des attractions, des choses comme ça. Ça, c'est une petite entrée en scène qui va me permettre d'introduire un point clé pour l'exposer, qui est l'idée géniale d'un certain Albert Einstein. Ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas d'équation, il n'y aura aucune équation dans l'exposé. D'ailleurs, moi, il y a très longtemps aussi j'en ai fait, donc même moi, je peux les comprendre. Donc, on va revenir ici. Alors, donc, ça, c'est le raisonnement. Donc, le fait d'être sur un monde courbe leur donne l'impression qu'ils sont attirés par quelque chose. Voilà. Et donc, la force d'attraction, ce n'est qu'une illusion. D'accord? Un effet de la courbe. Donc, c'est là qu'intervient Einstein, et lui, en fait, il travaille sur cette question de gravité, d'objets qui tombent. En fait, on a un état resté à la vieille de Newton qui veut dire les objets tombent parce qu'effectivement, il y a une force à distance qui agit entre la Terre et l'objet, entre la Terre et la Lune, entre la Terre et le Soleil. C'est un peu magique, ça. Hein, je veux dire, vous avez le Soleil qui est à 150 millions de kilomètres de nous, il n'y a rien entre lui et la Terre, et les deux s'attirent. Si vous essayez de réfléchir à ça, c'est un peu dingue. À une époque, ce type d'idée était complètement prohibé, notamment pour les autorités religieuses, parce que si vous acceptez l'idée qu'on pouvait agir à distance sur un autre objet, quand je dis que la Terre attire le Soleil et vice-versa, c'est que j'accepte l'idée qu'il y a une interaction à distance qui peut agir. En fait, faites marche arrière de quelques siècles, ça veut dire que vous acceptez un peu l'idée de sorcellerie. Parce que si moi je dis que je vais faire déplacer les bouteilles à distance sans les toucher, je suis un sorcier, je suis un poteur. Donc quand Newton dit à distance le Soleil agit sur la Terre, c'est la même idée en fait. Alors nous, ça nous paraît encore une fois banal parce qu'on est habitué à ça, mais c'est des choses qui sont très profondes et voilà, qui peut interpeller. Alors, la théorie de Newton va bien fonctionner, puis elle va coincer sur certains phénomènes que l'on a du mal à prédire, et c'est là qu'intervient Einstein. C'est quoi son idée? Il va se baser sur quelque chose qui ressemble à ce qu'on a vu avec les deux bonhommes qui se promènent sur la planète qui courbe. Il dit ceci. Imaginez un objet qui est loin de tout.
J'ai une balle, je suis dans l'espace, il n'y a aucune planète dans le coin, il n'y a aucune étoile, je prends la balle, je la lance. Bon, ça on sait depuis Galilée, Newton, que les objets dans ces cas-là vont en ligne droite. Donc l'objet est en ligne droite, tout va bien. Bon, en réalité, il y a toujours un objet dans le coin, on n'est jamais loin de tout. Donc imaginez maintenant la même chose, mais vous avez le Soleil qui est là ou la Terre. L'idée d'Einstein, c'est de dire la présence de la Terre ici, en fait, ça va déformer, alors accrochez-vous, ça va déformer ce qu'on appelle l'espace-temps. L'espace-temps, c'est un concept, je dirais, mathématique, on ne peut pas le voir comme ça. Une façon de le représenter, c'est de le représenter comme un tissu, comme une membrane qu'on voit ici. Et vous voyez, le fait que la Terre est ici, ben, la Terre a déformé cette membrane qui est imaginaire, un peu de la même manière que si vous prenez un pamplemousse, vous le déposez sur un grand tissu, une grande membrane que vous le pamplemousse va créer un creux dans la membrane. Ça, c'est l'idée, la façon de voir ce que Einstein avait dans sa tête dans ses équations. Vous avez bien, pourquoi on imagine ça? Si vous imaginez que les masses peuvent déformer l'espace autour d'elles, c'est merveilleux. Pourquoi? Parce que dans ce cas-là, si vous lancez votre petite balle qui est ici, si l'objet n'était pas là, ben, l'espace serait parfaitement plat, l'objet est dans l'étoile, mais la présence de la courbure ici, qu'est-ce que ça fait? Ben, l'objet, en fait, il va suivre la courbure comme si vous aviez une bricole, comme si vous aviez un sillon. Vu de loin, on dira que c'est la Terre qui a attiré la petite balle. En réalité, l'attraction qu'on voit n'est que l'effet de la courbure qui est présente. De la même manière que les deux petits bonhommes qui se promenaient sur la Terre avaient l'impression de s'attirer, en fait c'est un effet de géométrie. Donc Einstein voit l'univers comme un problème de géométrie, en quelque sorte. Et la gravité se décrit comme ça. Et une fois qu'on met les équations matérielles, alors soit vous vous jetez par la fenêtre parce que c'est fondamentalement compliqué, soit vous me dites, ok, on va essayer de voir ce que vous nous donnez ces équations. Et là on arrive à des choses absolument exceptionnelles. Alors, donc si vous dites que la gravité c'est un effet de la courbure, en fait que ce soit une balle qui se promène ou que ce soit un rayon lumineux, tout va être affecté par cette courbure. Et donc la lumière va aussi être lumineuse. Ça c'est un principe. Alors, on est à l'époque de la Première Guerre mondiale, aujourd'hui, et en fait, il y a un ingénieur qui s'appelle Karl Schwarzschild en Allemagne, qui assiste à l'Académie des sciences à la présentation par Einstein de cette théorie des toutes nouvelles. Alors lui, il a une quarantaine d'années, à l'époque, il est dans les tribunes, et il est fasciné de ces idées qui sont présentées par Einstein. Malheureusement, il est réquisitionné au combat. En fait, comme il est ingénieur et mathématicien, on part sur le front pour calculer les trajectoires des obus qu'on lance. Voilà, c'est la physique, c'est la base, etc. Et donc ce gars se retrouve dans les tranchées, dans des conditions apocalyptiques comme tous les autres soldats, et entre deux tirs de missiles, en fait, il fait des calculs sur la théorie d'Einstein. Einstein était convaincu que cette théorie était trop compliquée pour qu'on puisse trouver des solutions exactes. Il disait les équations sont vraiment trop tordues, on aura que des solutions approchées, etc. Et celui-ci est tellement brillant que sur le front guerre, en fait, il va imaginer une situation. Il va dire, voilà, on va imaginer d'avoir une étoile qui est parfaitement ronde, un homogène, qui ne bouge pas. Je vais essayer d'étudier comment la lumière se propage quand elle approche de l'étoile. Alors il va échanger, depuis le front guerre, il va écrire à Einstein, ils vont échanger, etc. Et il va résoudre de façon exacte un problème de base qui est vraiment le cas d'école, c'est-à-dire, donc je dis, j'ai une étoile qui est ronde, qu'est-ce qui se passe quand la lumière approche? Alors, il arrive à voir quoi? Il arrive à mettre en évidence un phénomène très curieux qui va être choquant. Ça, c'est un extrait du manuscrit de Schwarzschild. On va le détailler, vous allez voir, c'est pas très compliqué. Il dit, bon, clairement, quand vous avez un objet qui est là rond, il va déformer l'espace, la lumière va être déviée, et puis il se rend compte que si l'objet était vraiment très très dense, prenez par exemple le Soleil, il commençait à ratatiner dans une boule qui fait plus que 6 km de diamètre, donc une grosse densité, là les équations lui disent qu'il y a des comportements complètement étonnants qui vont apparaître. Voilà ce qui va apparaître. Alors j'ai dessiné en rouge cette boule très très compacte qui va appeler lui-même, on va appeler la sphère catastrophique. Et il dit voilà, imaginez que vous aviez un rayon lumineux qui passe au loin de la boule. En fait, la lumière ici, elle sent qu'il y a une déformation de l'espace à cause de la masse qui est là. La lumière dévie un peu.
Puis il dit qu'est-ce qui se passe si la lumière s'approche, mais elle passe plus vite, mais plus près. Alors, fatalement, elle va subir plus de courbure, donc elle a des émissions avec plus grande. Voilà, puis on se rapproche encore. Alors là, c'est bizarre, hein, la lumière fait le tour de l'étoile en question et puis s'en va. Et puis, si vous allez encore plus près, qu'est-ce qu'il découvre? Il découvre qu'à un moment donné, la lumière peut même rentrer en orbite autour de la lumière qui tourne autour de l'objet. Et si vous dépassez un certain rayon, ouf, la lumière tombe sur l'objet dans son but, comme si l'objet capturait la lumière. Et il dit ça, c'est pas possible. C'est absolument impossible. Il en discute avec Einstein, avec d'autres, et ils sont tous d'accord. Il dit c'est une absurdité, et la nature ne peut pas accepter les absurdités. D'ailleurs, que cette idée, on va la voir régulièrement revenir. Ils vont dire simplement c'est qu'on a un modèle qui est la théorie d'Einstein, mais tous les modèles théoriques, on ne peut pas les appliquer quand on veut. Il y a des domaines d'application. Et là, certainement qu'on a ce résultat choquant qu'une étoile va absorber la lumière, parce qu'on a dépassé le domaine d'utilisation de la théorie. Et en vrai, ça ne se passera pas. C'est un problème mathématique, si vous voulez, qui ne correspond rien à la théorie. Sans savoir qu'en réalité, vous avez mis le doigt sur le truc clé qui va donner, en fait, tout ce dont on va parler dans quelques instants. Alors, malheureusement, j'allais dire jeune ingénieur, maintenant je ne sais pas plus les coulisses pour parler de ça. Schwarzschild, extrêmement brillant, même Einstein est impressionné. En fait, il va choper une maladie sur le front et il va mourir dans les 6 mois. Voilà. Ça, vous allez voir, il y aura beaucoup de liens dans cette conférence entre la science et la guerre. Et là, c'est le premier, c'est la mort de Schwarzschild. Voilà. Donc, vous voyez, la lumière qui reste coincée dessus. Et donc, différents. Voilà, c'est la lumière, on dit ça. Pendant ce moment-là, si on fait un petit tour dans le passé, il y a ceux qui font les calculs en sciences, et puis ceux qui font les expériences, et ceux qui font des mesures, qui observent. Et on a un astronome qui a des instruments qui lui permettent de faire des mesures de position très très fréquentielles. Depuis l'époque des Grecs, on arpente le ciel, donc la telle étoile est à tel endroit, à telle coordonnée, et c'est important d'avoir des mesures précises parce que ça permet de voir autour des siècles ces étoiles qui changent de place, par exemple, de comprendre les mouvements. Et puis, si à un moment donné, comme c'est le cas ici, on a des mesures de plus en plus fines, on va découvrir des phénomènes qu'on ne connaissait pas. Donc, c'est un travail de fond qui est fait. On ne sait pas toujours à quoi ça sert, mais avoir des données précises, c'est important pour comprendre le monde. Et il y a un astronome qui va étudier l'étoile la plus brillante du ciel, qui s'appelle Sirius. Alors là, on se rapproche de l'hiver. C'est une étoile qu'on voit vraiment bien en hiver. Pour l'instant, nous devons encore attendre une dimension de minuit avant d'avoir un arrêt. Donc c'est Sirius, c'est là, c'est pas sur l'horizon. Et lui, cet essai, il va vraiment mesurer finement la position de l'étoile. Et on va se rendre compte qu'au cours des années, cette étoile a un mouvement très étrange. Elle semble osciller autour de sa position dans le ciel. Donc au lieu d'être fixe, a priori fixe à l'échelle de millimètres, il y a des petits mouvements comme ça oscillatoires. Alors, comment on peut expliquer ça? En général, on explique un mouvement d'un astre comme ça qui oscille en disant qu'il doit avoir un compagnon autour de lui, il y a un objet qui tourne autour de lui, et le fait qu'il y a cet objet qui tourne autour de lui, ça le déstabilise un peu, et il y a ce mouvement périodique qui apparaît. Le problème, c'est que quand on observait ça avec un télescope, en fait, on voyait rien. Sirius est tellement brillant que vous êtes complètement aveuglé, et on a du mal à voir ce qu'il y a à côté. Jusqu'au moment où il y a ce monsieur-ci qui s'appelle Clark, un constructeur un facteur d'instruments. En sens, c'est toujours, en tout cas en physique et astronomie, c'est quand même classique, c'est toujours une combinaison entre des astronomes et des physiciens et des facteurs d'instruments. Quand la technologie évolue, quand les instruments se raffinent, on fait des découvertes qui permettent de faire évoluer la technique, etc. Et donc, celui-ci construit en fait une magnifique lunette qui teste pour une université aux États-Unis. Et pour tester sa lunette, il la pointe vers Sirius. Bingo, qu'est-ce qu'il voit? Il voit que juste à côté de Sirius, il y a Sirius qui est un peu surexposé dans la photo. Il voit un petit point lumineux qui est juste là comme une tête d'épingle, qu'on va appeler Sirius B. Donc en fait, il découvre l'astre qu'on supposait exister, qui est à l'origine de la petite oscillation de Sirius. Alors, on va l'appeler aussi le chiot, parce que Sirius, c'est l'étoile principale du grand chien. Donc voilà, on trouvait ça assez joli, donc les gens appellent ça le chiot. Mais là, il y a un problème qui commence à se poser, parce qu'on va commencer à étudier ce chiot, et on se rend compte que
nature de Sirius B, du chenot, ne correspond à rien de connu. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ben, en fait, on se rend compte qu'il est tout petit, Sirius B, il a la taille de la Terre, mais il a la masse du Soleil. Donc c'est comme si vous prenez tout le Soleil qui fait 150 millions de kilomètres et vous voulez le ratatiner dans une boule qui fait 10 000 kilomètres. C'est impensable. En tout cas, à l'époque, ça dépassait tout ce qu'on pouvait imaginer. Et ça veut dire que la matière qui compose ce Sirius B, c'est 3000 fois plus dense que l'objet de plus dense qu'on connaît sur Terre. Donc là, on a un changement de paradigme complet. Les gens sont sûrs de leur coup, pourtant les mesures sont assez fermes. Et donc c'est 25 000 fois plus dense qu'une étoile classique comme le Soleil. Alors, à ce moment intervient Arthur Eddington, c'était une des stars de l'astronomie au début du XXe siècle, très connu parce qu'il a vérifié des prédictions d'Einstein. C'était un cas, vous allez voir, qui n'est pas très sympa. Et il dit ceci, il dit, qu'est-ce que nous raconte Sirius B en fait, le chenot? Il dit, je suis composé, donc Sirius B qui parle, d'un matériau 3000 fois plus dense que tout ce que vous avez déjà rencontré. Une tonne de mon matériau tiendrait dans une petite pépite qui tiendrait dans une boîte de lunettes. Donc il dit, c'est comme si l'observation de Sirius B vous dit, vous prenez une tonne de Sirius B, et ça n'occupe pas une place plus grande qu'une petite pépite que je mets dans une boîte de lunettes. Et là, il dit, mais quelle réponse pourrait-on apporter à ce message? Les astronomes diraient, taisez-vous, ne dites pas des choses absurdes. Donc on est devant une observation qui choque profondément l'esprit humain et les lois de la physique comme on les connaît. Alors, à ce moment-là, il y a un jeune physicien indien extrêmement brillant, Chandrasekhar, on va l'appeler Chandra pour un peu court. Chandra, en fait, il fait ses études en Inde et puis il veut aller en Angleterre, à Cambridge, pour faire l'équivalent de ce qu'on appellerait aujourd'hui une thèse. Et le voyage en bateau de l'Inde jusqu'à l'Angleterre est très long. Je ne sais plus combien de temps ça prend, je ne sais plus si c'est 6 semaines ou l'ordre de 2 mois, je ne sais plus. Et donc pendant ces 6 semaines-là, de traverser, son esprit est complètement libéré de tout. Il n'a pas de contraintes particulières à faire, si c'est d'attendre. Et il va se pencher sur un problème qui titillait tous les grands physiciens de l'époque qui travaillaient en astronomie. Et c'est pour ça qu'il va en Angleterre, il va à Cambridge, il y a des gens qui travaillent là-dessus. Ce problème, c'est le suivant. Quand on a une étoile comme le Soleil, ça nous paraît évident qu'elle est dans le ciel et qu'elle d'un jour à l'autre ne change pas. En réalité, le Soleil, c'est énorme. Donc le Soleil, il est soumis à son propre poids. Et donc, vous voyez, je peux représenter son poids par toutes ces flèches rouges. Donc normalement, une étoile comme ça, c'est tellement massif que ça devrait s'effondrer sur soi. Donc une étoile devrait en fait s'effondrer sur son propre poids. Mais à l'intérieur du Soleil, vous avez des réactions nucléaires qui dégagent énormément d'énergie. Ça exerce une pression. Et donc une étoile comme le Soleil est en équilibre pour l'instant. L'équilibre entre son poids qui tend à ce qu'elle s'effondre et l'énergie qui vient de l'intérieur qui tend à cette pression vers l'extérieur. Donc on a une phase d'équilibre pour l'instant qui est là depuis 5 milliards d'années, et pas de panique, elle va encore rester pendant 5 milliards d'années. Jusqu'au moment où les réactions qui sont ici, je passe dans le détail, on devient avec s'arrêter. À ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Les forces en bleu vont disparaître, il n'y a plus que le rouge qui va tendre à ce que l'objet s'effondre sur lui-même. Donc la question que se posent les physiciens à l'époque, c'est qu'est-ce qui se passe quand on fait disparaître la pression qui vient à l'intérieur? Comment l'étoile va évoluer? Ça, c'était la grande question. Alors c'est là-dessus que Chandra va travailler. Et Chandra va utiliser toutes les dernières théories de physique absolue. Il va utiliser ce qu'on appelle la relativité restreinte, la physique quantique, etc. Mais tout ça ensemble, c'est des calculs assez épouvantables. Et il dit voilà, si j'enlève les flèches bleues, il fait tous les calculs, il n'y a plus d'équilibre, la balance disparaît, l'étoile s'effondre sur elle-même, c'est parti. Et ces calculs montrent qu'à un moment donné, l'effondrement, en fait, il s'arrête et donne naissance à un tout petit objet. Tout petit objet qu'on va appeler, en fait, la naine blanche. Et ces calculs montrent que l'objet auquel on arrive, c'est comme si vous avez le Soleil réduit à la taille de la Terre. Donc ces calculs montrent que Sirius B qu'on a vu, en réalité, c'est ce machin-là. C'est une étoile qui est arrivée en fin de vie, qui s'est effondrée. Et puis à un moment donné, il y a des mécanismes physiques dans l'infini petit qui
bloque l'effondrement. Mais il dit ce mécanisme qui bloque l'effondrement, il est efficace, mais il ne peut pas se produire tout le temps. Et en fait, ce type d'objets, on les connaît. Donc, ceux qui connaissent un peu l'astro, dans le ciel, il y a plein d'objets de ce genre-ci, qu'on appelle des nébuleuses. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle les nébuleuses œil de chat. Alors, historiquement, on appelle ça des nébuleuses planétaires parce que les premiers qui les ont observées, au télescope, ils voyaient un petit disque. Ça n'a rien à voir avec une planète, hein. Mais ils voyaient un petit disque, ils disaient, tiens, ça ressemble à une planète. Et en fait, si vous observez ces objets-là, qui sont tout petits, il y a systématiquement un petit objet au milieu, une petite étoile. Et bien, l'étoile qui est là, qu'est-ce que c'est? C'est justement une naine blanche. Donc, si vous voulez, c'est un cadavre d'étoile, mais pas n'importe laquelle. Quand vous avez le Soleil, par exemple, en 5 milliards d'années, il va avoir une fin de vie. À un moment donné, qu'est-ce qui va se passer? Il va commencer à gonfler, en fait, il va commencer à libérer ses couches de gaz dans l'espace. Mais le cœur même du Soleil, et comme il n'y a plus rien qui contrebalance l'effondrement, le cœur du Soleil va s'effondrer sur lui-même, et puis à un moment donné, il va arriver à cette fameuse naine blanche, ça va se mettre. Et donc le Soleil, dans cette année, va donner naissance à une nébulosité de ce genre-ci, et on aura au milieu le cadavre du Soleil qui est la naine blanche. Donc en fait, Sirius B, c'est la première naine blanche qu'on observe, et après on le comprend grâce aux travaux de Chandra. Donc Chandra est vraiment quelqu'un de très très long. Malheureusement, et donc cette limite, c'est quoi? C'est bien quand l'étoile commence à s'effondrer, si sa masse ne dépasse pas la valeur magique de 1,4 fois la masse du Soleil, le symbole cabalistique que vous avez ici, le M avec le tiret, ça veut dire la masse du Soleil. Donc si vous avez une étoile qui est dont la masse est plus petite que 1,4 masse solaire, fin de vie, c'est la naine blanche. Chandra, il ne dit pas ce qui se passe si la masse est plus grande que ça. Et en fait, pourquoi? Parce que Chandra, il est complexé. Il vient de l'Inde, il arrive en Angleterre, dans une ville où il y a les plus brillants physiciens de terre, et en fait, il se dit, mais qui je suis moi, petit Indien? C'est lui qui va répondre à la fin de sa vie. Il dit, qui je suis moi pour oser explorer des domaines aussi non standards que ce qui se passe quand une étoile dépasse ma limite. En fait, il va déjà avoir un maître chien à convaincre les gens que ce calcul-ci est correct et qu'il y a une limite de 1,4 masse solaire, mais il n'osera pas explorer ce qui va se passer si l'étoile est plus grosse. Donc c'est vraiment un blocage psychologique qu'il y a. Et le pauvre Chandra, malheureusement, il va se casser les dents contre le fameux Eddington qu'on voit ici. Donc lui, c'est la star absolue à l'époque. Lui, c'est le petit Indien, comme il dit, qui vient de l'autre bout du monde. Et au départ, Chandra va s'intéresser aux travaux de... Eddington va s'intéresser aux travaux de Chandra, etc. Et puis à un moment donné, Chandra va présenter devant une assemblée ses résultats. Eddington va laisser parler. Et puis Eddington va se lever et il va dire ce que vous dites, c'est n'importe quoi. Et il va le casser en fait devant tout le monde. Alors qu'en fait, c'est Chandra qui a raison. Et Eddington va partir sur des considérations plus philosophiques que physiques. Il va dire oui, mais enfin, votre truc, c'est n'importe quoi, c'est distance de limite. Et puis quoi, on arrive à les absurdités, la nature n'a pas les absurdités. Et on revient sur des préconceptions qui n'ont rien de scientifique. En fait. Mais comme Eddington est une star, personne dans l'Assemblée ne va oser défendre Chandra. Et tout le monde va dire ben, si Eddington l'a dit, c'est qu'Eddington a raison. Les années vont passer, les gens vont comprendre que Chandra avait la bonne version des choses, mais les gens vont dire la partie à Chandra, écoute, maintenant on sait que tu as raison, mais tu comprends bien, pour ma carrière, etc., je ne vais pas me mettre contre Eddington. Et donc finalement, Chandra va tellement être dégoûté de cette ambiance à l'époque par rapport à ses travaux, qu'il va quitter le domaine de la fin de vie des étoiles, il va partir travailler sur autre chose, et il reviendra à ces questions-là dans les années 80, et il va refaire une synthèse de tous les travaux sur les trous noirs, etc. Alors, pendant ce temps-là, les observations du ciel, elles se poursuivent, et en général, les gens ont l'impression que le ciel est immuable, que le ciel d'aujourd'hui, le ciel d'hier, c'est le ciel de l'Antiquité grecque, et dans 1 million d'années, ce sera le même. Il n'y a rien de plus faux. En fait, le ciel, ça bouge tout le temps. C'est juste qu'avec nos yeux humains, on est un peu limité dans ce qu'on peut voir. Et puis, vous avez des échelles de temps, ce qui fait qu'on ne voit pas ça changer. Mais de temps en temps, dans le ciel, il y a des choses nouvelles qui apparaissent. De temps en temps, on voit apparaître un truc comme ça, ce qu'on appelle une nova. Donc ça apparaît, ça dure quelques semaines, puis pouf, ça disparaît à nouveau, très lentement. Vous allez voir, ça va tout doucement disparaître, voilà. Et les gens ne comprennent rien.
Ça, c'est les nova. Et puis, on s'était rendu compte qu'il y avait d'autres nova plus spectaculaires encore. Et il y a un astronome hollandais qui est aux États-Unis, qui travaille dans le plus bel observatoire du monde à l'époque, sur l'observatoire du mont Wissel. Lui, justement, s'intéresse à ces étoiles qui apparaissent subitement et qui après disparaissent sur quelques semaines. Et il s'intéresse à un cas particulier. C'est des novas qui apparaissent mais qui sont à une distance vraiment assez dénoncée. Donc là, vous avez ce qu'on appelle des galaxies. Donc pour ceux qui ne savent pas ce qu'est une galaxie, en fait, c'est pas possible. Vous devez imaginer que l'univers, c'est comme un océan. Dans l'océan, vous avez beaucoup d'eau. Et puis, d'ici de là, vous avez des îles ou des continents. D'accord Alors, dans l'univers, ce qui remplace l'eau, c'est le vide. Il y a beaucoup de vide. Et ce qui est l'équivalent des îles, c'est ce qu'on appelle les galaxies. Donc ça, c'est pratiquement une île cosmique. Dans tout un temps, on a appelé ça des univers-îles. Je trouve que ça va vraiment bien le reconnaître. Ces objets sont extrêmement lointains. Là, c'est vraiment très très loin. Et il se fait qu'à un moment donné, on voit apparaître une nova dans un champ pâle. Ouais, mais si la nova est visible à des millions d'années-lumière de la Terre, c'est qu'elle doit avoir intrinsèquement une luminosité qui dépasse en temps de long. Et donc on comprend que cet objet-là doit être de 10 à 100 milliards de fois plus brillant qu'une étoile. Donc c'est un objet qui apparaît et qui devient aussi brillant que 100 milliards d'étoiles à la fois. Et puis ça va rester visible un certain temps, et puis ça disparaît doucement. Ça dépasse un temps. Alors on ne sait même pas comment on va appeler ça. On dit que ça va être une nova géante, ou bien une nova exceptionnelle, et puis le mot qui va rester, c'est le mot de supernova. Des supernovas, à l'œil nu, on peut en avoir une envoyée tous les 500 ans. Au télescope, on en voit une vingtaine par an. Ces objets qui, en général, sont assez grands. Alors, pour étudier les supernovas, le fameux astronome, Walter Baade, il fait appel à un extraterrestre. Au sens imaginaire, il fait appel à ce gars-là, qui est aussi génial que fou. C'est Fred Zwicky. Zwicky est un Suisse. Et donc, il rejoint l'équipe de Baade à Owen Wilson aux États-Unis. Pour vous mettre dans l'ambiance, ce gars est convaincu que tous ses collègues sont des grands crétins. Donc, il y a que lui qui est intelligent, c'est un référentiel. Il ne veut pas donner cours à tout le monde. Il donne cours aux étudiants qu'il considère être suffisamment intelligents pour recevoir son enseignement. Il est convaincu d'avoir une intuition que les autres n'ont pas, qui lui permet de comprendre plus facilement que les autres le sens caché de l'univers. Il a fait des connexions entre des choses très différentes en physique. Mais, sous ce côté complètement fou. En réalité, il y a une culture qui est immense. Et à une époque où tout le monde ne travaille que de façon plus cloisonnée, donc à l'époque, vous aviez les physiciens qui s'occupaient de l'atome, ceux qui s'occupaient de l'astronomie, chacun était dans son coin. Lui, il est complètement tout-terrain et il se met au courant de tout ce qui se passe. En fait, si vous voulez comprendre l'univers, il faut faire appel à toutes les dimensions, etc. Et lui, il a ça, donc il s'intéresse à tout le monde. Mais il est tellement abject qu'il a trouvé une façon d'appeler ses collègues qui sont parmi les meilleurs astronomiquement. Il les appelle des crétins sphériques. Pourquoi? Parce qu'il dit, quel que soit l'angle sous lequel vous regardez mes collègues, ce sont des crétins. Ce sont des crétins sphériques. Ouais. Alors, il a un caractère confortable et le seul qui peut en réalité le supporter, c'est Baade, qui est un type ultra calme, ultra posé, qui prend du recul sur tout, etc. Donc les deux, en fait, vont faire un super duo. Et ils vont faire des découvertes, ils vont émettre des hypothèses majeures. Mais à la fin, ça va quand même mal virer, parce que celui-ci va commencer à traiter Baade et nazis, etc. Baade est convaincu que ceux qui voudraient le tuer, voilà, c'est un personnage complètement gonfleur. Donc quel est l'apport de Zwicky? En fait, sa grande culture et son intérêt pour tous les domaines de la physique fait qu'il est au courant d'une grande découverte qui vient d'avoir lieu dans la physique de l'infiniment petit. C'est Chadwick qui découvre ça. Jusqu'à cette époque-là, on savait que la matière était composée d'atomes, et les atomes, il y avait le proton, qui était positif, qui pouvait être et l'électron qui est négatif. Okay, les deux sont équilibrés, donc les atomes, ils sont libres. Et vous produisez l'électricité quand vous arrivez en gros, à faire balader les électrons dans un film. Voilà, là, vous avez des courants électriques. Donc jusque-là, tout va bien. Mais Chadwick va comprendre que le noyau de l'atome, en fait, il est plus compliqué. Il y
y a un autre objet dedans. Vous connaissez tous de nom. En fait, il comprend que dedans, il y a un neuton. Donc, il le prouve expérimentalement. Ce n'est pas une idée farfelue, c'est vraiment expérimentalement. Donc, c'est un objet qui n'a pratiquement la même masse que le neuton. C'est juste comme son nom l'indique, il est neutre. Il ne porte pas de charge. Et là, on comprend que l'atome, en réalité, il y a beaucoup de matière au niveau du noyau, puis il y a plein de vides autour, et puis il y a des électrons qui se promènent un peu loin. Et on comprend à cette époque-là que si vous prenez 1 mm3, imaginez que vous avez de la matière qui n'est composée que de noyaux. Donc la densité du noyau est très élevée. Et bien, si vous aviez 1 mm3 de la matière qui compose le noyau des atomes, 1 mm3 aurait une masse de 230 newtons. Ça, c'est la densité des noyaux atomiques qui nous constituent. On ne sent pas cet effet-là parce qu'en réalité, tout autour, il y a énormément de vide. Et quand vous prenez la densité d'un atome, ben, là, il faut prendre lui et le noyau, il y a tout le vide et puis il y a les électrons. Là, ça tombe sur une densité beaucoup plus faible. Mais ils comprennent que rien que le noyau, c'est une densité complètement dingue. Et l'idée géniale de ce truc, c'est de dire est-ce qu'il n'y a pas un lien entre les explosions colossales dans l'univers, les supernovas, et ce monde ultra dense de l'infiniment petit au niveau des noyaux. Donc c'est vraiment une intuition, en fait. Il n'y a pas de calcul à la base, il n'y a rien de tout ça. Et donc ils vont pondre à deux un article essentiel qui dit, mais finalement, quand une étoile, on a vu que si l'étoile ne dépasse pas 1,4 masse solaire, en fin de vie, elle se ratatine sur elle-même, et puis ça s'arrête, ça fait une blanche. Et imaginons maintenant que l'étoile soit plus massive que ça. Là, il n'y a pas de mécanisme qui l'arrête. Et peut-être qu'alors l'étoile va tellement se ratatiner qu'à un moment donné, elle va être tellement dense qu'elle va être aussi dense que le noyau d'un atome. Alors là, il y a des éléments, je ne vais pas rentrer dans les détails. Il dit on peut imaginer qu'à un moment donné, le noyau de l'étoile qui est en train de se ratatiner, à un moment donné, il devient tellement dense qu'il n'y a plus que des nœutrons. Donc on dit, on a peut-être comme mécanisme une étoile qui s'effondre sur elle-même, qui se transforme en une étoile qui n'est composée que de nœutrons, qui a une densité absolument incroyable, et tout ça, il dit, ça pourrait expliquer la libération d'énergie phénoménale qu'on voit, et que cet objet devienne à un moment donné aussi brillant que 100 milliards d'étoiles. Donc, l'objet qu'il imagine, c'est un nouveau type de cadavre d'étoile. Le premier cadavre d'étoile, c'est la naine blanche. Il ne faut pas être trop dense, il ne faut pas être trop massif. Deuxième type de cadavre, il suppose que c'est un objet qui est tellement dense qu'en fait il est composé que de neutrons. Donc c'est 1000 fois plus dense que le chaud que Sirius B. Donc vous voyez le lien. Et si vous preniez une balle de Big Bang, c'est une matière hypothétique de l'étoile à neutrons, ben, ça aurait une masse de 1 milliard de tonnes. Vous voyez, donc la naine blanche c'était une tonne, c'était une petite pépite. Et là, une balle de Big Bang, c'est 1 milliard de tonnes. Oui, on a encore une tonne dessus. Mais c'est purement spéculatif. En réalité, il a raison à 100%, mais il n'a pas les outils pour le prouver. Alors, à ce moment-là, intervient un personnage assez impressionnant. D'ailleurs, j'ai appris il y a quelques semaines qu'il y a un film qui va être bientôt tourné sur Oppenheimer. C'est celui qui a fait Interstellar, j'ai un truc de mémoire. Nolan a fait un film sur ce personnage-là. Oppenheimer est un des plus grands physiciens du XXe siècle. Et il se fait que Zwicky a tellement une réputation d'être un celtique qu'il y a personne qui écoute. Donc le gars, il a raison. Mais sa réputation le précède. Donc Oppenheimer entend évidemment parler des travaux de Zwicky, ce vieux fou de son idée des choses qui sont passées. Mais il y a un gars en URSS qui s'appelle Landau. Alors, je disais, j'ai promis pour en parler, c'est juste parti pour 2 heures. Il y a un gars qui va reprendre cette idée à son compte. Ils ont la même idée en même temps, quelque sorte. Un peu variant, où il dit qu'il pourrait exister des étoiles comme des cœurs en neutrons. Donc cette idée de noyau d'étoiles super denses revient pour d'autres raisons. Donc lui, il va s'intéresser à ça, pas pour Zwicky parce qu'il n'a pas confiance, mais parce qu'il y a ce physicien russe, Landau, qui s'intéresse à ça. Alors Oppenheimer, c'est un gars, comme tous les physiciens atomiciens de l'époque, en fait les meilleurs physiciens atomiciens, ils étaient en Europe occidentale. Ils étaient en Angleterre, ils étaient en Belgique, en Allemagne. Et donc, les Russes, les Américains, qui voulaient se former à la physique théorique, venaient en fait dans nos pays, ils passaient là quelques mois, quelques années, puis ils repartaient. Oppenheimer vient en Europe, et donc là, il rencontre tous les autres grands physiciens, et il est tellement brillant qu'il a déjà 3 propositions de job définitifs en Europe,
et d'autres aux États-Unis. Il rentre quand même aux États-Unis. Et là, il a le choix en fait d'aller où il veut. Et finalement, il décide d'aller à Berkeley parce qu'il n'y a pas de département de physique théorique. Il dit, moi je préfère partir de zéro et construire un appartement exactement comme je l'entends. Et il a une façon de travailler qui est très originale et qui va nous donner des super résultats. C'est qu'il a plusieurs qualités. Premièrement, il adore travailler entouré de doctorants. Donc il s'entoure chaque fois d'une dizaine de doctorants. Et ils font le point pratiquement tous les jours. Donc, toujours ils se voient et chacun explique où il en est. Même si c'est de domaines différents, chacun entend les idées des autres. Donc ça permet en fait de décloisonner et que si un tel a résolu un problème, d'un moment donné l'autre le sache, ça peut aussi faire avancer. Et l'autre fait qui va lui permettre d'être plus loin des autres, c'est qu'il est capable de dire voilà, la physique étudie la nature est incroyablement compliquée, on ne peut pas tout modéliser, on ne peut pas tenir compte de tout. Comment on va simplifier? Alors il avait l'air de dire ben, ce paramètre-là, on s'en fout, c'est pas important, ça c'est pas important, ce chose importante c'est ça. Et donc qu'est-ce qu'il fait? Il va étudier ce qui se passe quand une étoile en fin de vie, qui est plus grande que 1,4 masse solaire, en fait s'effondre sur elle-même parce que ses actions se sont arrêtées. Donc Chandrasekhar, il dit moi je m'occupe de, quand l'étoile est en dessous de 1,4 masse solaire, je ne m'occupe pas d'aller plus loin. Lui il dit je vais faire les calculs quand on est au-dessus. Et je ne tiens pas compte de la température, je ne tiens pas compte de ceci ou de cela. Ils vont travailler comme des dingues, ils vont faire plusieurs. Et en fait, ils vont se rendre compte qu'effectivement, à un moment donné, si la masse n'est pas trop grande encore, si on ne dépasse pas 3 masses solaires au moment du début de l'effondrement, eh bien, il y a un nouvel arrêt qui va se produire. Donc l'objet va se ratatiner, et s'il ne dépasse pas 3 masses solaires, il s'arrête, et il donne un objet tout à fait exotique, qu'on appelle l'étoile à neutrons. Le celui qui avait raison. Donc c'est une étoile dont la densité, c'est comme je vous l'ai dit, c'est un milliard de tonnes. Et ça, d'après ces calculs, ça existe. Alors, les objets vraiment étranges. Et puis, il va même plus loin et il dit, c'est là qu'il va choquer les gens, et si maintenant, quand l'étoile est en fin de vie, elle dépasse 3 masses solaires, eh bien, il n'y a plus rien qui peut arrêter l'effondrement. L'objet va s'effondrer jusque pas de limite. Il est profondément choquant. Et là, on approche au moment. Évidemment, Oppenheimer il va se faire des ennemis avec cette idée-là. Mais ce qui est assez fantastique, c'est que le 1er septembre 1939, la date, on a un nouveau de guerre, l'un des plus prestigieuses revues de physique publie dans le même numéro 2 articles majeurs de la physique. Il y a les travaux d'Oppenheimer qui disent ce qui se passe quand l'étoile s'effondre. Il dit voilà, jusqu'à le tour masse solaire, on a une unité qui arrête, on a un neutre. Au-delà, il n'y a pas d'arrêt. Et dans le même document, il y a un autre article où on explique le mécanisme de la fission nucléaire, qui fait que quand on prend un gros atome, on peut le casser. Alors c'est ce qui permet d'avoir 70% de notre électricité aujourd'hui. Nos centrales nucléaires fonctionnent avec ce principe-là. Malheureusement, on est en 1939. Et donc cette idée-là, elle va être utilisée, ou elle pourrait être utilisée par les militaires. Donc dans le même numéro de la revue, vous avez 2 domaines majeurs de la physique, une liée à l'infiniment grand, l'autre liée à l'infiniment petit, mais qui mettent les jalons d'un nouveau paradigme. Et ce jour-là, hasard de l'histoire, c'est le moment où Hitler envahit le pôle. Vous voyez, ça commence à sentir le roussi par rapport à plein de choses. Et donc, fatalement, les physiciens vont arrêter de travailler sur les questions d'étoiles, d'effondrement. Ils sont tous réquisitionnés pour les formes militaires. Il y en a qui vont travailler sur les radars, il y en a qui vont travailler sur des nouveaux types d'armes, et fatalement, il y en a qui vont être réquisitionnés pour le projet Manhattan, qui est le projet de bombe atomique. Vous allez voir qu'il y a un lien entre les projets de bombe et tout ce qu'on va dire. Alors, le projet de bombe atomique, c'est l'un des plus grands projets que les États-Unis vont porter. La motivation principale du projet Manhattan, c'est quoi? C'est la crainte que les nazis, en fait, n'arrivent à construire une bombe atomique avant le monde occidental. Avant les autres. Donc Einstein, à un moment donné, va plaider pour que les États-Unis développent la bombe avant que les Allemands ne le fassent. Après, il va s'en mordre les doigts, ça c'est comme des illusions. Et donc, ils vont travailler sur le projet Manhattan, c'est l'un des projets les plus cinglés que les États-Unis aient porté. On raconte que dans l'histoire des
Hiroshima et l'émission Apollo. C'est des projets vraiment à l'échelle nationale. Alors voilà, après le problème c'est que ces bombes vont être faites, il y aura deux types de bombes différents, une qui sera lancée sur Hiroshima, l'autre sur Nagasaki, et là il y a fait le débat éthique, évidemment, on est à la fin de la guerre, est-ce que ça serait quelque chose de lancer ces bombes, tout un débat, je ne vais pas rentrer là-dedans, et c'est Oppenheimer qui va piloter le projet Manhattan. Donc lui qui travaillait sur l'effondrement des étoiles, il travaille sur le projet Manhattan. Et c'est là que les physiciens vont pas qu'ils avec le diable à un moment donné, parce qu'il y en a un qui aura une idée encore plus épouvantable. Il dit, vous savez qu'en fait, il y a moyen de faire une bombe encore plus terrible que la bombe atomique. Bombe atomique, ça peut être pas petit côté de la bombe qu'on peut faire. En fait, la bombe atomique, c'est ce qu'on appelle la bombe A, et là, ils imaginent ce qu'on appelle la bombe H. Alors, la bombe A, c'est quoi? C'est vous prenez des gros atomes d'uranium, vous les cassez, alors les atomes vont se casser en chaîne, ça va libérer l'énergie nucléaire. Et en fait, les physiciens disent non, il y a moyen de faire une autre bombe, qu'on va appeler la bombe H, et là, ça va déchirer la puissance qui est dans le Soleil de façon contrôlée. En fait, en gros, c'est quoi? Plutôt que de casser les atomes, on va les faire fusionner ensemble, et ça va dégager l'énergie terrible. C'est ce que fait le Soleil à chaque instant, puis 5 dernières années. Mais si la biologie, c'est de tuer les gens. Et le problème, c'est que face à ça, en fait, vous avez besoin de quelque chose qui va déclencher la fusion. Et donc, la bombe atomique classique, c'est juste l'étincelle qui met en route la bombe H. À ce moment-là, Oppenheimer dit, moi je ne rentre pas là-dedans. Là, c'est la folie intégrale, moi j'arrête. D'autres disent, enfin, ta réaction n'est pas patriotique, ils sont un espion. Et donc, la vie d'Oppenheimer est très intéressante de ce point de vue-là. Et finalement, la bombe H va avoir lieu, et ça va être une course entre l'URSS et les États-Unis. Et la bombe la plus puissante réalisée, c'est une bombe que les Soviétiques ont appelée la Tsar bombe. C'est une bombe qui sera 5000 fois plus puissante que la bombe d'Hiroshima. Je ne sais pas si vous imaginez. Ils ont détruit des îles entières avec ça. C'est invraisemblable. Et donc, vous voyez, ça c'est après la Seconde Guerre. La guerre est finie, mais ce défaut nucléaire, en tout cas, sur la bombe H, et l'un des artisans de la bombe H, c'est celui-là, Wheeler, qui n'aime pas Oppenheimer. Et Wheeler, il dit heureusement qu'on a fait la bombe atomique, et si on avait pu la finir plus tôt, je n'aurais pas perdu mon frère qui est mort sur le feu. Donc c'est quelqu'un qui était vraiment convaincu de l'intérêt de faire des bombes, etc. Et lui, une fois que l'effort sur les bombes se termine, ben là, les physiciens vont retrouver les questions qui les intéressaient avant la guerre. Et avant la guerre, c'était quoi les questions? C'était que deviennent les étoiles quand elles s'effondrent sur elles-mêmes. On en était resté à l'idée que si l'étoile n'est pas très massive comme le Soleil, on arrive finalement à une blanche, c'est le chaud. Si on est juste le 3 masses solaires, on arrive à Newton à neutron, le deuxième cadavre stellaire. Et puis il y avait des débats, cette polémique sur qu'est-ce qui se passe si l'étoile est plus massive encore. Oppenheimer disait qu'il n'y avait pas de limite à l'effondrement, et tous les autres disaient que non, ça c'est pas possible. Et donc au départ, Wheeler, lui, il ne croit pas à l'effondrement infini, il dit non, il y aura des mécanismes qui font qu'au cours d'une vie, une étoile perd de la masse, et donc on n'arrive jamais à être au-dessus de la feuille critique. Mais qu'est-ce qui va changer? Comme Wheeler a travaillé sur la bombe A, en réalité, ils ont pour faire ça développer des logiciels, des techniques de calcul extrêmement performantes pour étudier si vous voulez, le milieu qui est soumis à l'effet de la bombe. Quand la bombe explose, vous avez des millions de degrés, vous avez des pressions qui sont terribles. Donc, il faut servir de ça pour comprendre ce qui arrive quand l'étoile s'effondre. Parce qu'en gros, vous avez des hautes températures, de hautes pressions. Donc, les connaissances sur la bombe vont servir aux leaders et aux militaires à faire tourner des calculs pour comprendre ce qui se passe au niveau de l'étoile. Donc au départ, lui est complètement opposé à cette idée de l'effondrement continu. Ils font les calculs avec le logiciel secret des militaires et ils arrivent à la conclusion qu'effectivement, Oppenheimer avait raison. Si l'étoile est plus massive au moment de l'effondrement que 3 masses solaires, il n'y a rien qui peut l'arrêter. Voilà. Et donc, on a ce genre de choses, l'étoile va s'effondrer jusqu'à obtenir ce qu'on appelle une singularité. Donc là, les imprimants, il ne faut pas envisager, c'est pas imaginer, mais c'est ce qui se passe. Alors maintenant, on arrive aux clés, une petite synthèse de ce qu'on a vu. Mitchell disait en 1783, si l'étoile est très massive, à la lumière, elle est attirée par l'étoile, elle finit tout le temps par retomber, donc fatalement,
il n'y a plus de lumière qui quitte l'étoile, et donc au vu de la Terre, l'étoile disparaît, elle devient noire. Maintenant qu'on sait tout ce qu'on a vu, eh bien, la physique moderne nous montre, et les calculs de Miller le confirment, que l'étoile, vraiment en fin de vie, qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'effondre. Il n'y a plus de limite. Il n'y a aucun mécanisme physique qui peut arrêter l'effondrement dans la limite de notre connaissance actuelle. En tout cas, vous arrivez en un point bizarre au milieu qu'on appelle la singularité. On ne peut rien vous dire de plus aujourd'hui. On est aux limites de la physique avec ça pour l'instant. Les gens y travaillent, évidemment, on ne sait pas. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a une limite qui est ici, qu'on appelle l'horizon des événements. Si vous traversez cette zone-ci, vous ne vous rendez pas compte que vous traversez une zone particulière. Physiquement, il n'y a rien. Il n'y a pas un panneau qui vous dit attention, mon ami, tu as dépassé l'horizon des événements. Mais cette zone-là, en fait, ça correspond à ce que Schwarzschild avait trouvé là sur le fond, la fameuse zone de l'espace catastrophique. On l'appelle horizon des événements. Pourquoi? Quand vous allez à la mer et que vous voyez l'horizon au loin, derrière l'horizon, il y a quoi? Il y a des choses, évidemment. Mais comme la Terre est courbée, on ne voit pas plus loin. Donc c'est la limite de ce que votre œil peut voir. On appelle horizon des événements, c'est limite parce qu'on ne sait pas voir ce qui se passe de l'autre côté. Dès que quelque chose rentre là-dedans, c'est fini. Il disparaît jusqu'à la fin des temps pour le reste de l'humanité, pratiquement. Et rien ne peut échapper, rien ne peut sortir de cette zone. Donc c'est vraiment la limite où l'horizon des événements. Donc cet objet, vous devinez que ça va être ça le trou noir, mais je n'ai pas encore utilisé le mot trou noir, c'est volontaire. À ce stade de mon histoire, il n'est pas encore inventé, il n'a pas été forgé. Okay? Donc simplement, les étoiles les plus massives, d'après la théorie, doivent donner cet objet avec une singularité au centre et une zone plus large, qui est la zone de Newman-Lang, surtout pas s'aventurer ici. Alors, maintenant, qu'est-ce qui se passe si vous étiez dans l'espace et vous n'êtes pas loin d'une étoile très massive qui est en train de s'effondrer sur elle-même? D'accord? Les gens font les c'est là que les gens ont perdu leur latin, il a fallu des décennies pour comprendre ce qui se passait. Imaginez un petit bonhomme qui nous suit depuis le début. Il est juste au moment où l'étoile arrive en fin de vie. Les réactions nucléaires s'arrêtent, il n'y a plus rien qui contrebalance l'effondrement. Eh bien, les calculs montrent quoi? Et que lui, il voit l'étoile qui s'effondre, qui devient de plus en plus rouge, qui devient de plus en plus sombre, et à un moment donné, il a l'impression que l'effondrement s'arrête, et puis l'étoile devient visible. Donc ça, c'est des calculs qui montrent que si vous observez l'étoile qui s'effondre, vous voyez cet objet qui devient de plus en plus sombre, de plus en plus rouge, et puis à un moment donné, vous le voyez s'arrêter. L'effondrement, vous le voyez qui s'arrête. Mais ça, c'est incompréhensible parce que les calculs vous montrent aussi que l'effondrement ne s'arrête jamais. Et donc là, on avait un blocage. Et en réalité, on a compris ce qui se passe. C'est, oui, l'effondrement ne s'arrête jamais. Si vous suiviez l'étoile qui s'effondre, vous seriez embarqué avec elle vers la singularité. Mais ça a une influence tellement grande sur l'espace et le temps autour de lui que ça modifie tellement ce que l'observateur voit. Donc l'observateur voit une étoile qui se fige et qui disparaît. En réalité, l'objet a continué à s'effondrer. On pourrait même aller plus loin. Imaginez que vous observiez une montre qui serait à la surface de l'étoile qui s'effondre. Eh bien, vous voyez l'étoile qui s'effondre et qui ralentit, qui revient en s'arrêter. Eh bien, si vous observiez une horloge qui est près de l'étoile, vous voyez l'aiguille qui va de moins en moins vite jusqu'à s'arrêter. En fait, pour l'observateur extérieur, c'est comme si le temps s'arrêtait au niveau de l'étoile qui s'effondre. Et en fait, en réalité, l'étoile s'effondre vraiment et va vers la singularité. Donc, c'est des choses qui ont fallu vraiment beaucoup de temps aux physiciens pour comprendre qu'il n'y avait pas de paradoxe. Tout dépendait de ce qu'on voyait. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe si c'est vous qui tombiez vers l'objet étrange? Alors, l'horizon des événements est là, la singularité est ici. Imaginez, vous êtes là, et malheureusement, voilà, votre vitesse n'est pas assez grande, vous n'arrivez pas, vous n'êtes plus en orbite et vous êtes attiré dans l'objet qui est là. Alors, qu'est-ce qui se passe? Les pieds sont plus proches de l'objet que votre tête, d'accord? Donc vos pieds vont être attirés de façon plus forte. La tête va être attirée de façon moins forte. C'est le cas pour nous ici. Mes pieds étant plus proches sont de la Terre que de la tête, il y a une différence d'attraction. Mais la différence, elle est minime. Et donc, il n'y a pas d'effet. Ce qu'on appelle les forces de marée, c'est ça qui fait qu'à la mer, voyage. Je ne peux pas aller là. Mais donc ici, la différence est tellement violente que quand vous tombez vers l'objet, là, à un moment donné, ça va être une torture en réalité. Parce que vous allez complètement être disloqué. Donc votre corps va être tiré en longueur
jusqu'à un moment donné certainement être cassés, les petits morceaux vont eux-mêmes être attirés, donc c'est ce qu'on appelle la spaghettification, c'est le transformement spaghetti. Voilà. Alors après, suivant que le tout noir est massif, moins massif, etc., l'effet de spaghettification va être moins marqué, vous résisterez un peu plus longtemps, mais quoi qu'il en soit, ça va le barrer pour vous dans tous les cas. D'accord? Voilà. Donc en synthèse, vous pouvez tourner autour d'un trou noir. Hein, je veux dire, vous verrez tout à l'heure, en fait, on a oui, tout au marché en avançant quelques instants, on peut tourner autour, mais si vous arrivez à tourner, ben là, fatalement, il n'y a plus rien qui vous empêche de tomber sur l'objet. Alors, le mot trou noir n'a pas encore été forgé. Maintenant, je vous raconte l'histoire. Qui l'a forgé? En fait, c'est Wheeler, le fameux gars qui a travaillé sur la bombe A et qui a fait des calculs pour montrer qu'en réalité, il n'y avait plus de lien, il n'y avait plus de limite à l'effondrement. C'est un gars qui est extrêmement brillant dans tous les domaines, y compris pour trouver des appellations. Alors, à l'époque, les gens qui travaillaient sur ces questions-là, ben, ceux qui travaillaient sur l'étoile qui s'effondre, etc., vu de loin, on a vu que l'étoile, elle donne l'impression qu'elle s'arrête. Donc les gens parlaient d'étoiles figées. Ils disaient, moi je travaille sur des étoiles figées. D'autres disaient, mais non, moi je travaille sur des effondrements, moi je travaille sur des étoiles effondrées. Tout ça, c'est la même chose. Et c'est là qu'intervient Wheeler. Il a un peu le mot de trou noir, de black hole, et lui, il est très malin. Plutôt que de dire, les amis, je vous propose d'utiliser le mot trou noir, il fait comme si de rien n'était. Il fait comme si le mot trou noir était utilisé depuis des siècles. Et lors d'un colloque, hein, il est devant l'Assemblée, il raconte ce qui se passe, il dit, et le trou noir fait ceci, etc. Il y a un texte qui est publié, et en fait, tout le monde va accepter ce mot qui a été forgé volontairement et mis dans son texte extrait par Wheeler. Et voici le premier texte où le mot de trou noir apparaît officiellement. Alors, on va le lire parce que c'est une belle synthèse de ce qu'on a vu. En fait, on dit, en raison de sa chute de plus en plus rapide, la surface de l'implosion de l'étoile s'éloigne de plus en plus vite de l'observateur. Bah oui, si vous observez l'étoile et l'étoile s'effondre, la surface de l'étoile s'éloigne de vous. La lumière est décalée vers le rouge, parce que la lumière, la couleur de l'étoile est en train de changer, elle devient de plus en plus rouge. Elle devient plus faible de millisecondes en millisecondes. Tout le phénomène que je vous ai parlé, l'effondrement, elle fait qu'on la voit s'arrêter et disparaître, c'est quelques millisecondes, pas plus que ça. Elle devient plus faible de millisecondes en millisecondes, et en moins d'une seconde, elle est devenue trop faible pour être vue. L'étoile disparaît à la vue, comme le chat de Cheshire, je ne sais pas comment on prononce, c'est le chat dans les super-héros de Bob des merveilles, où à un moment donné, en fait, il disparaît, on voit son sourire qui reste. Il dit, l'étoile disparaît à la vue comme le chat de Cheshire, l'un ne laisse que son sourire derrière lui, l'autre ne laisse que sa gravité. Donc l'objet devient invisible, par contre sa gravité est toujours là et très forte. La gravité n'est pas la lumière, ni lumière, ni aucune particule en émerge. De plus, lumière et particules incidentes qui pénètrent dans le trou noir ne font qu'accroître sa masse et sa gravité. Et c'est là qu'il introduit, pour la première fois, le mot trou noir en 1965. Voilà. Alors, les Français, qui sont un peu puritains, vont rechigner à utiliser le mot trou noir parce qu'ils trouvaient ça indécent. Voilà. Et donc, il leur faudra quelques années, puis on va aller tout le monde va s'y mettre, et aujourd'hui, trou noir est le mot officiel. Alors, s'ensuit ce qu'on appelle l'âge d'or. On est début des années 70, ça va durer 10 ans. Et au départ, on avait comme ça quelques personnalités. Et là, on a toutes les équipes. En fait, tous les pionniers du trou noir sont entourés de toute une série de jeunes. Ils vont tous bosser les uns et les autres. Et on a toutes sortes de découvertes qui vont apparaître par rapport au trou noir. Je ne vais pas entrer dans les détails, ça va être trop long. Et donc, en synthèse. En fait, tout ce que je vous raconte, c'est une histoire de cimetière stellaire. Quand une étoile meurt, qu'est-ce qu'elle peut donner comme objet? Qu'est-ce qu'elle peut donner comme cadavre? 3 cadavres possibles, ce qu'il faut retenir. Si vous ne deviez retenir qu'une seule chose à la fin de la conférence, c'est qu'il y a 3 types de cadavres possibles. La naine blanche, ça c'est si l'étoile, à la fin de sa vie, n'est pas très massive, c'est le destin de la Terre du Soleil. Si vous ne dépassez pas la limite de 1,4 fois la masse stellaire. Et ça, la naine blanche, on l'a observé. Le premier c'était le chou, et depuis on en emploie des centaines et des milliers. Si maintenant l'étoile, à la fin de sa vie, a une masse plus grande que 1,4 masse stellaire et plus petit que 3, là l'effondrement dépasse la naine blanche, on va arriver à l'étoile à neutrons. Cet objet super bizarre, où en fait une balle de ping-pong c'est 1 milliard de tonnes. Ça, c'est observé, on en connaît des tas aujourd'hui. Et donc la question qui se pose, c'est
Troisième cimetière stellaire, le trou noir. Là, on est uniquement dans des élucubrations théoriques. Est-ce que ça existe? Voilà, ça c'est la question. Comment détecter un objet qui a priori est invisible? Ouais, c'est pas facile. Alors ça c'est la question qu'on va essayer de voir maintenant. Alors les physiciens sont un peu cinglés. Quand il y a plus le défi est élevé, en général, plus ils vont s'obstiner. Et il faut traquer la bête. En idée, on va essayer de passer des calculs à l'observation. Alors, des cas comme Miller, vous écoutez, la singularité est invisible, donc ne perdez pas votre temps à essayer de les voir. L'équivalent de Miller chez les soviétiques, c'est Zeldovich. Lui, il dit, mais moi, la singularité, en fait, je m'en fiche. Moi, je pense que autour du trou noir, pas loin de l'horizon des événements, eh bien, le trou noir doit avoir une influence sur l'environnement. Et l'environnement, qui est en dehors de l'horizon des événements, fatalement, cet environnement-là, on pourrait le voir. Donc, on pourrait espérer voir l'effet du trou noir sur l'environnement autour. J'ai bien compris que le trou noir en lui-même est invisible, mais si autour de lui il y a des choses, on pourrait espérer le voir. Il va y avoir plein d'hypothèses. Ça va marcher. Il y en a une qui va donner des bons résultats. C'est la suivante. L'idée géniale des Zeldovich, c'est quoi? Il faut traquer les trous noirs qui vivent en couple. Qu'est-ce que ça veut dire? Le Soleil, c'est une étoile un peu curieuse dans le sens où elle vit seule. Et il faut savoir que dans l'univers, plus de 50% des étoiles vivent en couple. Alors, leurs mœurs sont même plus originales que ça, parce qu'on a des étoiles qui sont en triplet, certaines vivent même en couple de 5, avec gravitent les unes toutes les autres. Voilà. Donc des étoiles multiples, il y en a plein dans l'univers, c'est une majorité. Le fait de vivre en solitaire comme le Soleil, c'est bizarre. Donc il dit, imaginons qu'il y ait un système double d'étoiles, et une des deux est devenue un trou noir. Donc en gros, on va chercher un trou noir qui est accompagné d'une étoile. Peut-être que le trou noir aura une influence sur l'étoile, donc le trou noir est invisible, mais il aura peut-être une influence sur l'étoile à côté, et peut-être qu'il y a moyen de voir des choses. Mais qu'est-ce qu'on peut espérer voir? Alors je vous montre ici une image d'artiste qui montre l'idée de Zeldovich, c'est de dire, nous avons un trou noir qui est ici, une étoile qui est pas loin, les deux tournent l'une l'un autour de l'autre, et il dit, le trou noir est tellement, a une gravité tellement forte qu'on peut imaginer qu'il capture la matière de la matière de l'étoile. Il y a la matière de l'étoile qui est aspirée par le trou noir, la matière tourne autour du trou noir, ça forme un disque, ce qu'on appelle un disque d'accrétion, c'est un mot qu'on va souvent utiliser aujourd'hui. Et donc ce disque-là, en réalité, il va être tellement chauffé, il va tourner, il va spiraler pour le trou noir avant d'être englouti, il va tellement être chauffé qu'il va atteindre une température de l'ordre du million de degrés. Donc ça, c'est ce que les calculs montrent. Et si vous avez la matière qui est soumise à 1 million de à 1 million de degrés, et bien à un moment donné, cette lumière, cette matière va émettre des rayons X. Donc, un objet est très très chaud, il va émettre des rayons X. Donc, Zeldovich résume la situation en disant, si on cherche, si dans quelque part, on voit qu'il y a une étoile qui est à côté d'une source de rayons X dans le ciel, alors peut-être que c'est ce couple étrange, trou noir-étoile. Le problème, c'est que personne ne sait détecter des rayons X qui viennent de l'espace. Les rayons X, on va à l'hôpital qui est. On peut produire des rayons X, on peut contrôler un peu, on peut aller bien loin dans l'atmosphère, mais dans l'espace, s'il y a quelque chose qui émet des rayons X, le problème, c'est que sur Terre, on ne sait pas les détecter, parce que l'atmosphère bloque ces rayons X. Donc il faudra aller dans l'espace. Donc c'est pas simple. L'idée est intéressante, mais c'est pas simple du tout. Alors, ils vont essayer. Mais le problème, c'est qu'avant toute chose, il faut être capable de construire les instruments. Et là, on retourne dans le militaire. On est en pleine parano URSS États-Unis. Et il se fait qu'il y avait un moratoire en fait, sur les bombes atomiques entre les deux superpuissances. Et les URSS, à un moment donné, cassent le moratoire. Et donc, il faut exposer des noms, alors vraiment, ils ne peuvent pas. Et les Américains ont vraiment peur de ça. Par exemple, ils disent il faut absolument qu'on développe une technologie qui nous permet de surveiller l'activité nucléaire de nos ennemis. Et une des techniques pour surveiller ça, c'est d'envoyer dans l'espace autour de la Terre un satellite qui est capable de détecter les rayons X, justement, qui sont émis lorsqu'une bombe atomique explose. Quand une bombe atomique explose, je ne dis pas les nombres de traces qui sont jetées, mais il y a également des rayons X.
Et si vous êtes dans l'espace, si on voit qu'à un moment donné, il y a un spot de quelque part, c'est qu'il y a une bombe atomique explosée. Et donc les Américains demandent à une équipe de physiciens, dirigée par le jeune Giacconi, qui va le nommer après, de développer des instruments capables de faire ça. Ils vont travailler comme des fous, en fait, pendant une année. Et ils vont lancer ces satellites-là. Et puis, une fois que le projet est lancé, l'activité militaire s'arrête pour Giacconi, mais ils ont un savoir-faire qui est incroyable. Et surtout, ils ont une équipe de jeunes qui sont passionnés et qui sont capables de travailler à une cadence assez étonnante. Et donc, ils vont justement maintenant lancer des satellites pour non plus surveiller la Terre et les atomiques, mais pour regarder l'univers en son ensemble. Et c'est quelque part dans l'univers, il y a des spots, des points qui émettent des rayons X. Alors, ils vont faire ça. On est en 71, premier satellite à rayons X. Et là, dans la constellation, dans la constellation du Cygne, un petit pointeur laser qui ne va plus, je vais le mettre ici, on détecte une source de rayons X, une source qui est vraiment intense. Alors, qu'est-ce qui se passe? Les gens disent: ah tiens, est-ce que là il y aura un trou noir? C'est plutôt. Vous avez une zone où on voit qu'il y a des rayons X, mais qu'est-ce qu'on rien dire? Et là, à ce moment-là, il y a des astronomes anglais à Cambridge qui vont étudier la zone et qui vont se rendre compte qu'à cet endroit, il y a une étoile, que je vais représenter ici de façon exagérée, dont la couleur change en permanence. Alors, on va à l'œil, mais il y a une pièce de couleur, elle va dans le rouge, et puis elle va dans le bleu, et ça n'arrête pas. Et donc, vous voyez, elle se trouve pas loin de l'endroit où on capte la rayon X. Mais comment on explique qu'une étoile change de couleur comme ça? En réalité, c'est que cette étoile doit s'éloigner, s'approcher de nous. Quand l'étoile s'éloigne, sa lumière est rougie. Quand l'étoile s'approche, sa lumière est. C'est comme quand vous avez une ambulance qui s'approche de vous, dès que le son il est plus aigu, puis quand il s'éloigne, il est plus grave. Et donc, ils disent, si l'étoile, en fait, elle se promène sur une orbite comme ça, ça permet de comprendre les changements de couleur. Et on se rend compte qu'en fait, elle tourne autour d'un compagnon qui est invisible en environ 5 ans. Et quand on observe l'orbite, on comprend que l'objet qui doit se trouver ici, a priori, ça doit être un trou noir. Donc on a l'étoile qui change de couleur, donc elle tourne de quelque chose, et on voit qu'elle tourne autour d'un objet qui est très massif, et donc on a la situation idéale. J'ai bien vu des années pour trouver ça. Alors c'est à ce moment-là qu'il y a évidemment un papier qui a été publié ici, et donc l'idée c'est ça, c'est le trou noir qui est ici, vous voyez, qu'est-ce qu'il fait? Il pompe, le trou noir il est caché ici au milieu, il pompe la matière de l'étoile bleue qui est là, la matière s'enroule autour du trou noir, elle est ultra chauffée, elle émet des rayons X qu'on détecte. Et puis on voit l'étoile qui change de couleur, parce qu'en réalité l'étoile tourne autour du trou noir. Alors, question, est-ce que c'est vraiment un trou noir ou bien on peut expliquer ça par autre chose? Les physiciens sont souvent des grands enfants, et là vous allez avoir un pari très célèbre qui aura lieu entre Kip Thorne, qui est un des élèves de Miller, qui aura le prix Nobel il y a 2 ans, je pense, et le fameux Stephen Hawking. Et le pari, c'est quoi? Thorne dit: moi je parie que Cygnus X1, donc l'objet dans le signe, c'est un trou noir. Hawking n'y croyait pas. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils ont écrit un texte de façon manuscrite, et ils vont signer chacun. Et c'est un peu enfantin, ce qu'ils vont faire. On voit dans ce texte-là, voilà, est-ce que Cygnus X1 c'est un black hole, etc. Et alors, celui qui gagne un abonnement à Penthouse, et l'autre, il a un abonnement à Private Play, on s'imagine un genre de revue. Et donc, ce texte-là va être épinglé dans le bureau de Thorne. Et puis, dans les années 80 et 90, je pense, on a tellement de preuves qui vont s'accumuler que finalement, ok, aussi c'est sûr, il y a un trou noir qui est là. Et Hawking et son équipe vont entrer dans le bureau de Thorne et ils vont dire: ok, mon ami, tu avais raison, et voici ton abonnement. C'est vérifié, c'est ce truc-là. Voilà. Alors, là, on avance, on fait un petit résumé de ce qu'on a vu. Donc, l'idée de l'étoile noire, c'est 1783. Et puis, Einstein vient avec sa relativité, ses façons de voir la gravité, en 1915. Et puis, on découvre la naine blanche en 1932. Et on comprend cette idée de naine blanche, surtout, voilà, avec la découverte de l'étoile à neutrons, c'est Chandra qui a reçu la naine blanche en 1932. Et puis, l'étoile à neutrons en 1939, juste avant la guerre. Et puis, en 1967, l'idée de le mot de terme de trou noir est forgé. Et en 70, on a les premières observations en ROX, et finalement, c'est en 90 qu'on dit voilà, si Cygnus X1 est bien un trou noir.
même si la détection est faite plus tôt. Maintenant, ne vous inquiétez pas, on arrive dans la deuxième étoile de la conférence. Rien n'est jamais linéaire en science, okay, il y a des trucs qui se croisent, etc. Et donc, on va quitter ces lignes du temps, on va chercher une autre qui commence un peu plus tôt. Vous voyez? Donc, on parle sur une ligne du temps parallèle, et on revient dans les années 30. Parce que figurez-vous que les trous noirs, il y avait des trous noirs qui hurlaient leur existence, on captait leur hurlement, et personne ne comprenait que c'était des trous noirs qui hurlaient. Qu'est-ce que j'entends par hurlement des trous noirs? En fait, en 1933, on capte des signaux radio extraterrestres. Qu'est-ce que ça veut dire? Évidemment, ça ne veut pas dire que c'est des petits hommes verts, etc. Ça veut dire que ça vient en dehors de la planète. Et comment commence? C'est ce jeune ingénieur qui s'appelle Jansky, qui est engagé par les laboratoires Bell. Et en fait, à l'époque, il y a un problème. On a développé la technologie de la communication intercontinentale, mais seulement la communication entre les États-Unis et l'Europe est très mauvaise. Il y a souvent des parasites, on ne sait pas d'où ils viennent. Et donc, ces patrons lui disent, écoute, il faut que tu résolves ce problème-là. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il construit cette grande antenne ici. Alors, vous voyez, on appelle ça le manège de Jansky. Donc, vous voyez, le système est basé sur deux petits trous ici. C'est des roues de Ford T qu'il a récupérées. Et donc, les roues peuvent tourner sur un cercle. Et puis, vous avez cette espèce de grande antenne radio. Voilà. Et avec ça, en fait, il capte des signaux radio qui viennent du ciel. Et l'objectif, c'était d'étudier les parasites pour les communications intercontinentales. Et puis voilà qu'en fait, ils se rendent compte qu'il y a une source dans le ciel de rayons X très puissante qui change de place au cours de la journée. Comme la Terre tourne, évidemment, si dans le ciel il y a une source, d'un coup, vous avez l'impression qu'elle change de place. Et on se rend compte que cette source-là, elle vient du milieu de la Voie lactée. Donc, Voie lactée, c'est la fameuse bande blanche qu'on voit dans le ciel en été, pas malheureusement de région, mais enfin, pas en plein centre-ville, parce qu'il fait un peu d'obscurité. Et en fait, c'est bien le cœur de notre galaxie. Donc, on se rend compte que le cœur de notre galaxie à nous émet une quantité phénoménale de radio. Mais on ne sait pas à quoi c'est dû. Lui trouve le problème intéressant. Il demande à cet patron, est-ce que je veux l'autorisation de continuer à bosser là-dessus? Il dit non, parce que ça ne va pas ramener d'argent. Concentre-toi sur les communications intercontinentales. Il va comprendre que les perturbations venaient en fait de la foudre. Chaque fois qu'il y a une foudre qui se déclenche quelque part, ça fait des parasites. Donc il découvre ça, il ne peut pas travailler. Et l'ironie de l'histoire, c'est un amateur qui n'a rien à voir avec le monde scientifique qui va permettre les grandes avancées. C'est ce monsieur-ci, qui s'appelle Groth Weber. C'est un gars qui vit en fait chez ses parents, il est célibataire, voilà, il est chez son papa, et il a une idée un peu cinglée. Il entend parler du signal radio dans la galaxie. Il se dit, moi je vais construire une oreille géante pour écouter l'univers en radio. Et donc dans le jardin de sa maman, il construit ça. C'est le premier radiotélescope. Donc c'est un télescope, mais qui ne capte pas la lumière visible, qui capte une autre forme de lumière que nos yeux ne voient pas, qu'on appelle l'onde radio, qui nous sert aussi à écouter la première instance. Mais la nouveauté par rapport à ce que Jansky a fait avant lui, c'est que ça, c'est orientable comme il veut. Donc il peut dire, voilà, je prends un tabac, là je rien, je prends à côté, j'ai quelque chose. Et donc, lui qui est complètement déconnecté de tout, en fait, c'est le seul gars au monde à écouter le ciel pendant quelques années. Et il va détecter d'autres sources radio. Donc il voit qu'il y a une source radio qui vient du fond de la galaxie. Alors, évidemment, son instrument n'est pas très précis, c'est très grossier les mesures qu'il a. Mais il découvre que dans le signe, encore le signe, c'est une coïncidence, dans le signe, on avait lu la première source X, et lui, il trouve une source radio. Alors, voilà. Alors, avec le temps qui passe, on est en 53, les gens se concentrent sur la source radio dans le signe, qu'on appelle Sirius A, et on se rend compte qu'en fait, c'est pas un point, mais il y a deux zones séparées. Et puis, on améliore les instruments. Voilà, des radiotélescopes de plus en plus sophistiqués. Et là, on se rend compte qu'en fait, c'est deux lobes. On ne comprend rien, on ne sait pas à quoi ça correspond. Et puis, on a ce genre de réseau, ceux qui ont vu le contact, voilà, c'est le réseau de radiotélescopes qui est utilisé notamment pour le programme SETI, le programme qui écoute pour voir si des extraterrestres communiquent avec eux, c'est des choses qui existent vraiment. Donc là, ça devient un du haut de gamme au niveau matériel. Et donc, c'est des radiotélescopes qui sont très très loin les uns des autres, qui peuvent travailler comme un télescope géant, qui permettent d'avoir des images de plus en plus fines. Et là, on se rend compte que le fameux Cygnus A, en
fait, c'est un objet vraiment compliqué. Il y a des fausses couleurs, évidemment, aussi. Hein. Vous avez un objet qui nous centre ici, et puis vous avez deux grands lobes qui sont là. Vous voyez, vous avez les lobes qui sont ici, c'est ce qu'on avait détecté quelques années auparavant. On détecte un objet au centre, et surtout, on découvre qu'il y a des jets. Mais des jets qui sortent de petits objets, et qui s'étendent sur 300 000 lumières. Ça, c'est complètement invraisemblable. Une lumière, je vous rappelle ce que c'est. C'est la distance que parcourt la lumière en un an. Donc si vous étiez dans un véhicule spatial qui, à chaque seconde, fait 300 000 km, c'est-à-dire qu'en gros, à chaque seconde, fait 7 fois le tour de la Terre, eh bien, une lumière, c'est la distance que vous allez accumuler en un an. C'est environ 10 000 milliards de kilomètres. Et là, on se rend compte que vous avez l'objet central, duquel sortent des jets qui s'étendent sur 300 000 années-lumière. Incroyable. Et quand ces jets tapent dans la matière environnante, manifestement, là, il y a l'embrasement à la radio et on a ces deux lobes qui apparaissent. On va appeler ça en fait une radio-galaxie. En fait, c'est des galaxies mais qui émettent en ondes, c'est très très loin de la Terre. Ça, c'est le début des choses curieuses. Et le plus fort va arriver. Quand on se rend compte que dans le ciel, on a des sources qui émettent des ondes radio, Cambridge va faire un catalogue pour recenser toutes les sources radio qui correspondent. Et donc, à un moment donné, dans le troisième catalogue de Cambridge, qu'on appelle le catalogue 3C, le troisième catalogue, c'est Cambridge, il y a un objet qui est le numéro 273. Qu'est-ce qu'il nous raconte avec ces 273? Ça, c'est une des stars dans l'astronomie. Cet objet-là, il n'est pas comme les autres. Il émet une onde radio, ok, mais on se rend compte, en fait, même avec des jumelles, vous le voyez. Donc, avec un petit télescope d'amateur, ça peut se voir. Là, je voulais un dessin qu'un copain a fait. Donc, c'est un dessin fait avec un tout petit télescope. Et 3C273, c'est ce qui ressemble à la petite étoile qui est là. Donc, vous avez un objet qui est une radio, visible avec un petit télescope. Mais ce qui est impressionnant, c'est que quand on a réussi à déterminer à quelle distance il était, voilà, c'est une photo prise par Hubble, on voit qu'il y a un jet ici là-bas en haut. On se rend compte que cet objet-là, qu'on appelle un quasar, il se trouve à, regardez bien, 2,5 milliards d'années-lumière de la Terre. Là, c'est vraiment loin. Quelques années-lumière, c'est un jet de pierre du ciel. Millions d'années-lumière, ça devient intéressant, mais là, c'est vraiment des objets cosmiques, c'est vraiment des échelles colossales. Les objets les plus lointains que nous observons aujourd'hui, ils sont environ 13-14 milliards d'années-lumière. Donc là, 2,5, c'est pas rien. Et on le voit à l'œil nu. Enfin non, pardon, on le voit avec un petit télescope. Comment c'est possible? C'est-à-dire que cet objet-là, 3C273, il émet en fait autant d'énergie en une seconde que de quoi alimenter l'humanité pendant 1 milliard d'années. Ça ne correspond à rien de physique. Physiquement, on ne connaît pas les mécanismes capables de générer une telle dépense d'énergie. Donc là, les physiciens sont coincés. N'oubliez pas que c'est une époque où il y a un cloisonnement qui est énorme au sein des physiciens. Ceux qui travaillent en relativité sont considérés comme des parias, qui font des trucs qui ne servent à rien, ou même un oracle de pilier, c'est ce que je vous raconte là. Et puis vous avez ceux qui font l'astrophysique, ceux qui font de l'onde radio. Les gens ne se communiquent pas. Et là, on se rend compte que maintenant, ça suffit. Il faut que les gens se parlent. Et donc, il va y avoir à Dallas un colloque qui va réunir tous ces lignes-là. Et là, on va y voir plus clair. Et en fait, on comprend que si on veut dégager une puissance inouïe, en plus, on se rend compte que les sources sont très petites. Ce qu'on voit des quasars, c'est des choses toutes petites en taille. La seule explication, c'est qu'il doit y avoir en jeu des masses tellement grandes. On est de l'ordre de 100 millions à 1 milliard de masses de fois, de 100 millions à 1 milliard de fois la masse du Soleil qui s'effondre sur elle-même. Il n'y a que ce mécanisme-là qui peut expliquer une telle dépense d'énergie. Et je vous rappelle que jusqu'à présent, on a parlé des trous noirs, okay. Les objets qui donnent des trous noirs sont des grosses étoiles massives. Typiquement, le chien peut faire 20 masses solaires. Alors, on est dans l'ordre de la dizaine de masses solaires. Là, on se dit, pour expliquer ce qu'on voit, ce qu'on détecte en radio, ce n'est pas des dizaines de masses solaires. Il faut 100 millions, 1 milliard de fois la masse du Soleil. On ne comprend rien à ça. Mais c'est le seul mécanisme. Il y a plein de prix Nobel qui ont trouvé là autour. Et en fait, on arrive à une conclusion. Voilà, la conclusion la voici. C'est qu'il
qui n'étaient pas prédits par la théorie. Et ces trous noirs-là, en fait, ils ont des millions, voire des milliards de fois la masse du Soleil. Et ces objets-là ne correspondent en rien à un cadavre stellaire. Donc, les cadavres stellaires, c'est trois types, naine blanche, étoile à neutrons, trou noir. Ok, on est dans des cas de quelques dizaines de masses solaires. Là, on découvre qu'au milieu de la galaxie, dans ces objets lointains, il y a des trous noirs d'argent nouveaux qui n'étaient pas prédits par la théorie, qui sont des millions de fois plus massifs. Et c'est la seule explication possible. Alors, évidemment, tout s'explique alors. Tous les objets bizarres dans la galaxie de Quasar, l'explication, là voici. Imaginez une galaxie, l'univers dont je vous parlais. Imaginez qu'au milieu, vous avez un trou noir de 100 millions de fois la masse du Soleil. On va le dessiner ici en petit en noir. Imaginez qu'autour de lui, il y a de la matière qui s'enroule. Okay. Eh bien, les physiciens montrent qu'on peut avoir une expression. Il y a des jets qui peuvent en sortir. C'est les jets qu'on observe aussi sur les images. C'est très étudié, ces jets-là. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, toutes les particules qui étaient autour du trou noir, mais qui ne sont pas dedans, qui sont dans le disque, certaines peuvent être éjectées le long de ces jets. Et quand ils spiralent, quand ces particules spiralent autour des jets, eh bien, vous avez l'émission des ondes radio qu'on détecte. Donc, les ondes radio qu'on détecte, c'est parce qu'il y a tout un mécanisme de jets qui sortent du trou noir, mais supermassifs. Et c'est ça qu'on fait. Donc, si l'activité n'est pas très intense, ok, on parle de radio-galaxie, mais si maintenant le trou noir est dans une phase de gloutonnerie très avancée, donc si le disque à un moment donné il est vraiment très glouton, le disque devient tellement lumineux qu'à un moment donné il éblouit tellement qu'on ne voit plus la galaxie qui accueille l'objet et on ne voit qu'un point, c'est le quasar. Et donc tout ça c'est la même chose, ce sont des grandes galaxies qui accueillent des trous noirs supermassifs. Et des fois le trou noir il est calme, on voit un peu la galaxie, des fois il est super actif. Et là, on est tellement ébloui par le disque d'agression super lumineux qu'on doit bloquer un point. Voilà. Question, c'est un écran mystère, comment ces trous noirs supermassifs peuvent se former? Et là, on est en plein dans la recherche d'aujourd'hui. C'est la vraie casse-tête. Alors, dans notre galaxie, on a vu qu'il y avait des ondes radio qui étaient du centre. On va aller chercher les trous noirs. Voilà. Alors là, ce sont des vraies images. Vous avez la Voie lactée qu'on voit dans le ciel d'été. Et les astronomes, en fait, ont exploré une zone qui est vraiment autour de la Voie lactée. Bon, je passe des détails. Et ils vont suivre pendant 14 ans les étoiles qui se tendent autour du centre de la galaxie. On va voir, on va y arriver. Alors la difficulté, c'est qu'il y a tellement de matière qu'un télescope normal ne peut pas voir exactement les choses. Le télescope infrarouge. Et donc quand on va au centre de notre galaxie à nous, on se rend compte que les étoiles, en fait, se déplacent, évidemment. Mais en 14 ans, on a pu suivre l'orbite complète de certaines étoiles. Donc, vous allez voir ça dans un instant, c'est les astronomes européens qui ont fait ça. Donc, ce que vous allez voir sur des vraies images, voilà, en 14 ans, les étoiles bougent comme ça. Alors, regardez celle-ci, vous voyez, on dirait qu'elle tourne autour de quelque chose, sur une orbite elliptique. Et quand vous voyez une orbite comme ça complète, la physique permet de déduire autour de quoi ça tourne. Et donc là, on comprend qu'en fait, les étoiles autour de la galaxie tournent autour d'un objet qui a 6 millions de fois la masse du Soleil. Donc au cœur de notre galaxie, il y a un trou noir qui résonne fou à l'instant maintenant, enfin aussi. On est en fait en orbite autour d'un trou noir supermassif. Donc on peut tourner autour en toute sécurité, il n'y a pas de problème. Évidemment, si on arrêtait de tourner, non, on pourrait un certain temps parce qu'il est loin, mais on y arrive. Donc voilà, on tourne autour de ça et on ne sait pas du tout, on ne connaît pas le mécanisme de sa genèse. Alors maintenant, nous sommes à la fin et Einstein avait fait une prédiction en 1915. Il avait dit ceci. Si on accepte l'idée que l'espace c'est comme une membrane, on a vu que les masses peuvent déformer l'espace, c'est ce qui explique la gravité. Lui il va plus loin et il dit ça. Imaginez qu'à un moment donné, vous avez des masses très élevées qui tournent autour d'elles et qui vont entrer en collision. En fait, c'est comme si vous prenez deux objets et vous commencez à taper dans de l'eau, vous allez avoir plein de vagues qui vont apparaître. Dans des objets comme ça qui commencent à secouer l'espace-temps, ça peut générer des ondes de gravité. Et ces ondes, à un moment donné, elles voyagent, elles traversent l'univers. Et il y a des physiciens un peu cinglés qui se sont dit, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de détecter le passage de ces ondes de gravité prévues par Einstein en 1915 ?
Moi, quand j'étais étudiant, j'avais limite toutes mes compétences à cette époque-là, on a fait des calculs pour voir ce qui se passait, et puis le prof nous a dit bon, alors qu'est-ce qui se passe, comment on peut détecter réellement une onde? Comment on détecte une onde comme ça? Donc c'est une vague dans l'espace-temps. C'est l'espace-temps qui va se déformer quand l'onde va passer. Alors je vous ai fait un petit dessin ici. Imaginez que vous ayez une latte devant vous. Donc une latte est gradulée. Donc on mesure entre deux barres, vous avez 1 cm. Si l'onde de gravitation passe, ça veut dire que l'espace va se détendre puis va se resserrer. Donc ça veut dire que la distance entre deux gradulations, en fait, quand l'onde va passer, l'onde passe, tout l'objet va être distendu et puis resserré, d'une certaine façon. Tous les objets, nous compris, la Terre compris. Le problème, c'est que les calculs montrent que oui, l'onde, si elle existe, elle doit faire varier la longueur des objets, mais d'une millième de la taille d'un proton. Bon, là, on se dit, non, on va rigoler, ça va, c'est la vaste blague, c'est notre chimie, nous se fait rire. Comment vous voulez mesurer la variation d'une longueur d'une millième de la taille d'un proton? C'est impossible. Et il y a des fous qui ont essayé. Et donc, dans les années 70, il y avait un gars au monde, c'était le seul, qui essayait de faire ça. Alors, comme j'ai voulu pas être trop long de passer un peu la dia, il n'arrive à rien, il n'arrive à des limites physiques. Mais finalement, le fameux disciple qui a fait Paris, le disciple Bouillard qui a fait Paris avec Hawking, Thorne, va se lancer à Caltech dans la construction d'une règle géante. Alors, il y en a 2 aux États-Unis, et aujourd'hui, il y en a un 3e piste en Italie. Et les Japonais viennent d'en mettre en service un 4e. Ce sont des espèces de règles géantes qui font près de 4 km de long. L'objectif, c'est quoi? Si un jour, il se passe un phénomène cataclysmique dans l'univers, je sais pas moi, deux trous noirs qui rentrent en collision, ou bien une étoile à neutrons qui s'est bouffée par un trou noir, quelque chose de vraiment plus haut, au sens propre ou au sens figuré, l'espace-temps va tellement se secouer que les rides qui vont être générées vont traverser l'espace, atteindre la Terre. Toutes les longueurs, on ne va pas se rendre compte, mais toutes les longueurs vont être modifiées pendant une fraction de seconde. Et la règle qui est là sert à mesurer ces variations-là. Il faut être capable de mesurer une variation du millième de la taille d'un proton. Alors, on a eu la chance, il y a quelques années, d'accueillir un gars qui travaillait sur ces machines-là. Il nous expliquait qu'ils ont travaillé 30 à 40 ans là-dessus. Ils ont thélarisé plein de gens en disant oui, vous travaillez sur l'impossible, on compatit à un peu les Sisyphe de la physique. Genre de problème. Vous avez une vache qui se promène dans le champ du voisin. Le pas de la vache sur le sol fait vibrer évidemment le sol et le détecteur bien plus que l'onde gravitationnelle qui passe. À Pise, le gros problème qu'ils avaient, c'était le ressac de la mer sur la plage, qui pourtant est loin. Ben, rien que vous avez la mer qui venait taper sur la plage, le détecteur se rendait compte de la vibration et c'était bien plus grand que ce qu'on pouvait détecter. Donc ce travail qui a duré des décennies a réussi à isoler complètement cette machine de tout l'environnement. Et la seule chose qui peut a priori faire varier les longueurs qu'on mesure, ce serait l'espace-temps lui-même. Ça, c'était le défi technique. Alors, chose incroyable, exactement 100 ans après la prédiction d'Einstein, en 2015, 14 septembre, voilà, c'est parti. On capte 2 signaux en même temps dans les 2 détecteurs américains. C'est très court. Et en fait, l'hypothèse, c'est quoi? C'est qu'à 1,3 milliard d'années-lumière de la Terre, très très loin, on avait 2 trous noirs qui sont entrés en collision. Vous voyez, quand ils tournent en collision, c'est l'image de synthèse aussi, ça fait vraiment secouer l'espace. Et l'espace arrête d'être secoué quand les 2 ont fusionné. Et donc l'idée, c'est que tant que la fusion est en cours, vous avez toutes des ondes qui sont émises. Au début, elles sont espacées, elles sont plus serrées. Et si vous êtes capable de détecter les ondes qui arrivent en regardant l'évolution des longueurs d'onde, etc., on arrive à vraiment avoir la symphonie et en déduire ce qui s'est réellement passé. Et donc en 2015, on reçoit ça, donc le signal, vous voyez, il va traverser tout l'univers pendant 1 milliard et 300 millions d'années. Il va atteindre la Terre, toute la Terre va être secouée. Voilà. Bon, là, évidemment, la modification est largement exagérée. La variation, c'est que le millième de la taille d'un photon. Et les 2 machines vont réussir à détecter. Mais je vous dis qu'il y avait 3 machines, pas 2. Ce qui se passe, c'est que ces appareils ont progressivement
était amélioré. Donc régulièrement, on améliorait, ça ne marchait pas, hop, on mettait en travaux, on mettait l'amélioration, etc. Et il se fait que les trois appareils étaient en cours d'upgrade, donc on était en train de les améliorer. Les Américains ont été prêts quelques jours avant l'Européen, ils ont été remis en fonction. Au moment où ils ont été remis en fonction, ils ont eu la sensibilité suffisante pour voir la détection, et celui européen, lui, n'était pas encore prêt. Depuis, donc en 2015, il y a 90 détections qui ont été faites ce jour-là. Maintenant, c'est devenu courant. Et il y a des projets d'interféromètres comme ça un peu partout, notamment un pour peut-être construire à la frontière belgo-allemande